Le Japon, c'est plus de 6000 îles qui s'étendent du nord au sud sur presque 3000 km. Vous y trouvez à la fois des petits villages traditionnels et la plus grande ville du monde. Des montagnes avec une des meilleures neiges et aussi des plages paradisiaques. Un nombre incalculable de centres commerciaux modernes et des milliers de temples et sanctuaires. Il y a beaucoup à découvrir au Japon. C'est un pays dont tu fais pas le tour en 2 semaines, loin de là. Et déjà, premier conseil, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous déconseille très fortement l'utilisation d'un guide papier pour voyager au Japon. Pourquoi? Premièrement, il y a énormément de touristes au Japon et l'immense majorité d'entre eux utilisent les mêmes sites ou les mêmes guides papier pour organiser leur voyage. Donc tout le monde se retrouve au même endroit, dans les mêmes quartiers, vont aux mêmes événements et c'est très vite insupportable, vraiment. Certaines destinations sont gâchées à cause de ça, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. La deuxième raison, aussi importante, est que le Japon, c'est un pays qui change très vite, particulièrement dans les villes, et si vous comptez sur un guide touristique, même assez récent, pour trouver un bon restaurant ou faire du shopping, bonne chance. C'est vraiment la loterie parce que d'une année à l'autre, les enseignes peuvent totalement changer. Au minimum, il faut toujours confirmer ses déplacements avec Google Maps. C'est pas une science exacte non plus, mais le Japon, c'est un des pays dans lequel ça fonctionne le mieux pour les déplacements déjà et aussi pour vérifier au minimum si un endroit existe encore. Et vous avez aussi bien sûr les avis qui sont bien utiles pour choisir particulièrement les restaurants. L'autre appli qu'il vous faut, c'est bien sûr Rosetta Stone pour apprendre quelques mots avant votre départ. Quand vous voyagez, apprendre quelques mots de la langue locale, c'est un gros atout. Au minimum, l'anglais, le contact avec les gens, vraiment, c'est super important. Sincèrement. Et pourquoi Rosetta Stone? Parce qu'ils ont une méthode qui n'est pas scolaire. C'est basé sur des quiz, c'est basé sur de la répétition. On a pour beaucoup passé l'âge, je pense, d'aller à l'école et se remettre à apprendre une langue en apprenant des règles de grammaire et de la conjugaison. C'est pas fun. Regardez, ils ont tout ça comme langue. Il y en a 24. Alors là, je suis en Roumanie. Bon, je ne vais pas vous dire d'apprendre le roumain, mais au moins l'anglais. D'ailleurs, tout le monde parle anglais ici. Donc je choisis l'anglais dans ma petite liste. Non, en fait, on va plutôt faire japonais, parce que japonais, je sais que c'est ce qui vous intéresse. Vous avez plus envie de venir au Japon. 男の子たちはおじいさんを手伝っています。 Ah oui, ils aident le grand-père. On a une progression qui est relativement facile avec des petites sessions de 5 ou 10 minutes quotidiennes. Bien sûr, pour voir un vrai résultat, je ne vais pas vous la survendre non plus, il faut être très régulier et pas hésiter non plus à utiliser d'autres supports, par exemple regarder des vidéos en japonais pour ne serait-ce que se faire l'oreille, mais au minimum Rosetta Stone c'est une bonne base, c'est une bonne structure. Là en plus on est encore au début de l'année donc on est en plein dans la période des bonnes résolutions, c'est le moment où jamais. En plus vous avez une bonne réduction en passant par mon lien personnel en description. Et quand je dis bonne réduction, c'est bonne réduction. Pour la première fois, vous avez 60% de réduction sur toute l'offre Rosetta, sur leur catalogue à vie, et ça dure seulement jusqu'au 31 janvier. C'est la première fois qu'il y a une réduction aussi importante, profitez-en. Et après ça passe à 50%, c'est pas mal quand même, mais c'est mieux maintenant. Le Japon c'est déjà 4 îles principales. Il y a Honshu, la plus grande, avec Tokyo, Osaka, Kyoto et en gros toutes les villes que vous connaissez. Et entre toutes ces villes en plein milieu, on trouve surtout de la montagne, dont le mont Fuji. Ensuite, au nord, vous avez Hokkaido, seconde plus grande île, avec à la fois des plaines et des montagnes. C'est de là-bas que viennent les légumes et les produits laitiers du pays. On connaît surtout Hokkaido pour son hiver et particulièrement son festival de la neige à Sapporo. Mais vous allez voir, c'est bien plus que ça. Au sud, on a Kyushu, très connu aussi, notamment pour les villes de Fukuoka et Nagasaki, mais aussi pour tout ce qui est onsen, vers Oita particulièrement, et aussi certaines îles alentours. Et puis enfin Shikoku, qui est moins connu et aussi un petit peu moins facile d'accès pour les touristes, mais c'est aussi cet isolement qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Et puis aussi, il y a des centaines de petites îles tout autour, partout, et ça, on va en parler également, surtout que personnellement, ce sont mes destinations préférées. La plupart des voyageurs arrivent à Tokyo, la ville est évidemment incontournable, c'est une ville extrêmement grande et variée. Si on veut la découvrir avec ses environs, il faut déjà au moins 2 semaines facilement pour voir juste les endroits principaux. Il y a 1 an, j'ai consacré une vidéo entière à Tokyo et les informations restent pour la plupart d'actualité. Donc je vous renvoie là-bas pour les bonnes adresses, mais il reste encore plein de choses à dire. En 2023, déjà, on a eu pas mal de nouveaux centres commerciaux. Cette année aussi, la ville se construit de plus en plus en hauteur. On a eu notamment l'ouverture de la Kabukicho Tower à Shinjuku, c'est en plein centre de Tokyo, qui est vraiment plutôt décevante selon moi. C'est très orienté
touristes étrangers. Les restaurants sont un peu nuls et chers en fait. Les décors sont faux. Le Game Center est vraiment pas incroyable. Pour moi, ça n'a pas tenu ses promesses, sauf peut-être si vous y allez le soir où l'ambiance a l'air beaucoup mieux avec le théâtre, le cinéma et le club qui sont top niveau. Après, si c'est la première fois que vous arrivez au Japon, vous allez quand même en avoir plein la vue. C'est juste que quand vous comparez aux vraies choses, au vrai Japon, c'est pas incroyable. Autre grand complexe notable, le Azabudai Hills Tokyo, juste à côté de la tour de Tokyo. Il vient d'ouvrir la fin 2023 et c'est un ensemble de centres commerciaux avec des bureaux, des logements, des écoles, tout ce qu'il faut pour vivre sur place. La tour principale est la plus grande du Japon, c'est pour ça que j'en parle, et à l'intérieur, c'est beau, c'est moderne. On a aussi TeamLab Borderless, si vous aimez les expériences sensorielles, c'est très bien. Mais ça reste un centre commercial. Je pense qu'il faut aussi noter l'ouverture du parc The Making of Harry Potter à l'ouest de la ville que les fans vont adorer. Lumos The Making of Harry Potter. Il y a beaucoup de parcs qui ouvrent en ce moment ou qui s'agrandissent au Japon. Et aussi pour les fans de culture populaire, le magasin Animate de Ikebukuro s'est agrandi et c'est devenu un incontournable si vous aimez les animés, les mangas ou le cosplay. Donc pas mal de gros spots qui ont ouvert dans la capitale. Mais Tokyo, c'est pas qu'une ville, c'est aussi une préfecture. Et ça, on n'en avait pas parlé dans la dernière vidéo sur Tokyo. Si vous prenez le train vers l'ouest, vous arrivez dans la montagne, là où tous les tokyoïstes partent le week-end pour faire des randonnées. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le voyage vers le sud de Tokyo, l'ouverture sur la mer et toutes les îles qu'on y trouve. Et là, on va parler des endroits les plus sous-cotés de Tokyo. Tokyo, c'est plus de 200 îles, dont 11 qui sont habitées. Vous avez par exemple Miyakejima, au passé sombre, qui avait été complètement évacué durant plusieurs années à cause d'une éruption d'un volcan, et des gaz toxiques qui empêchaient les habitants de revenir sur l'île. Alors c'est magnifique, avec un petit cratère de volcan qu'on peut voir facilement, avec des vestiges de villages qui ont été rasés ou ensevelis sous la lave. Donc en dessous de mes pieds là, derrière moi se trouve le village de Hako. Il y a facilement 4, 5 voire 6 mètres de roches volcaniques et le seul bâtiment du village qui a résisté, un des seuls en tout cas, c'est l'école. Ça c'est l'école primaire et ce qu'on voit là c'est le 3e étage. Et il y a toute une île à découvrir et personne ne va là-bas, c'est pas du tout touristique, c'est un des endroits les plus sous-cotés de Tokyo, comme en fait toutes les îles alentours pour être honnête. Un peu plus loin, on a Aogashima, incroyable comme paysage. Par contre, j'ai essayé d'y aller 2 fois et par 2 fois, j'ai pas réussi à cause de la météo. Et si vous allez encore plus loin, vous avez les îles de Ogasawara qui sont les îles les plus éloignées du Japon. C'est magnifique, tout simplement. On peut y faire du snorkeling, on peut y voir des tortues, on peut y manger des tortues. Il y a un lourd passé historique dû à la Seconde Guerre mondiale. Je les ai visités en 2023 et les gens sont vraiment adorables. Regardez juste ces quelques images de la parade qui accompagne le départ du ferry. C'est une expérience, croyez-moi, inoubliable. Toutes ces îles sont accessibles depuis Tokyo en ferry. Ça prend soit quelques heures la nuit ou jusqu'à 24 heures pour les plus éloignés. C'est, je trouve, l'occasion de faire un voyage dans le voyage et croyez-moi, ça vous laissera de bien beaux souvenirs. Maintenant, quelles sont les destinations qui sont proches de Tokyo et qu'on peut faire en 1 ou 2 journées depuis la capitale? La région du Kanto, c'est 6 préfectures, en plus de Tokyo. À l'est, vous avez la préfecture de Chiba. Collé à Tokyo, vous avez déjà les parcs Disneyland et DisneySea. Alors ça peut paraître bizarre à certaines personnes de visiter un parc Disney au Japon, je sais, mais DisneySea particulièrement ne se trouve qu'au Japon. Et c'est vraiment beau. Possiblement, c'est même le plus beau parc d'attractions du monde. Et personnellement, je pense que ça vaut le déplacement. Mais attention, regardez bien le calendrier d'affluence, parce que s'il y a trop de monde, n'y allez pas. On peut le noter parce que c'est rigolo. Juste à côté de Disney, vous avez un hôtel Henna Hotel. Il y en a quelques-uns au Japon et vous avez certainement déjà vu le concept. Tout est automatisé avec des réceptionnistes particulièrement qui sont des androïdes, soit humanoïdes, soit en forme de dinosaures. C'est pas incroyable non plus, mais ça fait un peu partie du folklore japonais et particulièrement si vous avez des enfants, ça va beaucoup leur plaire. Après, les chambres sont assez basiques, etc. Mais
pourquoi pas vous arrêter là-bas si vous êtes dans le coin. Chiba, c'est très grand et c'est d'abord une destination familiale pour les Japonais avec des centres commerciaux, des outlets, des parcs. Et il y a quelques musées aussi, dont particulièrement le musée de l'aéronautique près de Narita, qui est assez sympa. Et surtout, pour moi, enfin ce qui m'intéresse, c'est que c'est là qu'on va trouver plein de terrains d'airsoft qui sont proches de Tokyo. L'airsoft, c'est une invention japonaise, il faut le savoir. C'est un vrai game ici. Et si vous avez plus de 18 ans et que vous voulez tester, un dimanche de préférence parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, premier degré, c'est l'une des meilleures activités qu'on peut faire au Japon et c'est possible de louer tout le matériel sur place. Donc pourquoi ne pas essayer si vous ne connaissez pas? Et puis si vous aimez bien, évidemment, essayer au Japon. À l'exception des chaussures, hein, faites attention, dans certains endroits, on peut tout louer et passer une bonne journée. Plus familial, dans le sud de Chiba, vous pouvez dormir aussi dans une ancienne école japonaise reconvertie en hôtel. C'est une expérience assez sympa. Et juste à côté, vous avez un grand Bouddha qui est très beau et il n'y a presque aucun touriste comparé aux autres Bouddhas connus. Voilà. Une expérience sympa à faire aussi, c'est d'aller à Chiba en voiture depuis Tokyo. Vous allez voir, je vais beaucoup insister là-dessus, mais ça change beaucoup de choses d'avoir une voiture au Japon. Vous avez une aire d'autoroute en plein milieu de la baie de Tokyo, ça s'appelle Umihotaru, et c'est vraiment pas mal, c'est une bonne expérience. Il y a des restaurants, il y a un beau panorama, il y a des toilettes publiques avec la vue sur la mer, donc c'est assez unique comme endroit, et clairement c'est, je pense, l'une des plus belles aires de repos du monde. Au nord de Tokyo, vous avez la préfecture de Saitama, pas ouf, honnêtement. Y a rien à filmer. Pareil, c'est plutôt une destination sortie du week-end pour les familles japonaises, un petit peu moins prisée que Chiba. Il y a une ville connue quand même qui est Kawagoe, avec ses rues d'époque Edo et puis ses temples, etc. Ça peut faire une petite sortie depuis Tokyo, mais c'est à la fois très touristique et un peu vide. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas vraiment fan. Rapidement dans le coin, il y a aussi le musée du chemin de fer, donc vraiment à garder de côté s'il y a une journée de pluie éventuellement et que... Alors je sais c'est un peu niche, mais ça fait quand même partie de la culture japonaise, les trains, et peut-être que certains d'entre vous aiment bien ça. Sympa, en vrai c'est sympa. Et puis, si vous avez une voiture, encore une fois, il y a une aire d'autoroute qui est incroyable. C'est pas un guide des aires d'autoroute, mais il se trouve qu'elles sont souvent très bien au Japon, et celle-ci rappelle l'époque Edo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sur Saitama. À part, peut-être que ça peut intéresser quelques personnes, au nord de Saitama, on trouve des kofun. Ce sont de gigantesques tombeaux pour les empereurs, par exemple. C'est l'équivalent des pyramides d'Égypte, mais en beaucoup moins spectaculaire et pas du tout connu. Les plus célèbres, en fait, sont vers Osaka, mais voilà, il se trouve qu'il y en a aussi à Saitama. Après, honnêtement, beaucoup de Japonais appellent Saitama Dasaitama. C'est très péjoratif, ça veut dire la préfecture où on se fait chier. Vous êtes prévenus. Au sud de Tokyo, on arrive dans la préfecture de Kanagawa, dans la continuité de la baie de Tokyo, et on a là-bas Yokohama. Yokohama, c'est sympa pour une journée avec son port, et puis il y a le quartier chinois aussi qui est très prisé. Mais au vu de la taille de la ville, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. L'attraction la plus connue, c'est le Gundam géant, qui peut valoir le déplacement, mais elle ferme normalement le 31 mars 2024, donc faites attention. Enfin, elle ferme ou pas, parce que la fermeture a déjà été repoussée plusieurs fois. En revanche, vrai bon bail de qualité, à Shin-Yokohama, vous avez le musée du ramen, et là, petite dinguerie. C'est un musée souterrain qui reproduit en décor une ancienne ville japonaise, et il y a plein de petites échoppes de ramen, 7 ou 8, avec toutes des recettes différentes. C'est incroyable pour tester des ramen. Alors, il y a beaucoup trop de monde le week-end, mais en semaine, ça va encore. Donc, de toute façon, attendez-vous à faire la queue, mais ça vaut le coup. Enfin, au sud de Kanagawa aussi, vous avez une destination très populaire depuis Tokyo qui est Hakone. Vous avez là-bas la nature, un lac, la vue sur le mont Fuji, des temples et aussi une montagne très connue avec des gaz de soufre qui s'échappent en continu. Et dans lesquels on fait cuire des œufs noirs. Voilà, pour passer un week-end en tout cas, c'est très sympa. Toujours pour le week-end depuis Tokyo, il y a la préfecture de Tochigi au nord. C'est là-bas que se trouve notamment Nikko, une petite ville de montagne avec des temples qui est très connue. C'est devenu vraiment très touristique au niveau des temples, mais il y a encore quand même beaucoup d'endroits un petit peu plus reculés avec notamment des onsen et ça, on adore.
Tochigi, c'était une grosse destination touristique pour les Japonais dans les années 80-90, mais c'est beaucoup moins le cas et il y a énormément de bâtiments abandonnés. C'est vraiment, on assiste à la dépopulation du Japon. C'est la campagne qui se meurt, mais quand même avec encore par-ci par-là des spots bien sympas. Personnellement, j'aime beaucoup le Tobu World Square, c'est le monde en miniature. Alors, c'est peut-être pas la peine d'intégrer ça dans un premier voyage au Japon, il y a mieux à faire, mais ça reste quand même bien, j'aime beaucoup. Mes enfants adorent, j'adore. C'est une bonne sortie. Et aussi dans le coin, si vous aimez les voitures, alors là, il faut passer à Nasu Classic Car Museum, qui est vraiment pas mal. C'est, on va dire, l'endroit à faire quand il pleut et qu'on aime les voitures. Pour Tochigi, de toute façon, je vous conseille vraiment d'avoir une voiture. C'est trop dur d'être dépendant des transports en commun dans cette région. On perd un temps fou et on loupe les endroits reculés qui sont les plus sympas. Et en général, dans toutes ces préfectures un petit peu reculées, prévoyez une voiture. De l'autre côté de Tochigi, vous avez Gunma à l'ouest et Ibaraki à l'est. Enfin, je devrais faire pour vous Gunma à l'ouest et Ibaraki à l'est. Gunma, je vous en parle un petit peu plus tard. Et Ibaraki, j'aime beaucoup parce que là-bas aussi, c'est le paradis pour l'urbex. C'est mort et encore une fois, il faut absolument une voiture, mais c'est extrêmement bien pour un road trip dans la campagne à la recherche de lieux abandonnés. D'ailleurs, c'est la seule préfecture du Japon où toutes mes pins Google sont des lieux abandonnés. Au nord de Ibaraki, on est juste en dessous de Fukushima. Fukushima, c'est important, on y reviendra un petit peu plus tard. D'abord, on part dans le Kansai. Le Kansai, c'est l'endroit le plus connu du Japon, je pense, après Tokyo et ses environs. C'est une région qui compte 7 préfectures, et notamment les villes de Osaka, Kyoto, Nara et Kobe. On y accède très facilement depuis Tokyo en Shinkansen ou en avion. On peut même faire l'aller-retour, à la limite pourquoi pas, dans la journée, mais c'est un petit peu ridicule compte tenu du nombre incroyable de choses qu'il y a à faire dans la région. On peut passer une bonne semaine dans le Kansai juste pour faire le tour des endroits principaux, et encore, c'est vraiment limite. Et une fois sur place aussi, c'est très facile de se déplacer, de rayonner en train ou en bus d'une ville à l'autre, et bien sûr aussi dans les villes elles-mêmes. D'abord, Osaka. C'est la troisième ville la plus importante du Japon après Tokyo et Yokohama, mais on la considère souvent comme la deuxième d'un point de vue rayonnement parce qu'elle a beaucoup plus à offrir que Yokohama. Il y a déjà toute une gastronomie à découvrir. Les okonomiyaki, les takoyaki, bien sûr, c'est la base, mais aussi le ikayaki, c'est une folie le ikayaki, et beaucoup de cuisine aussi de type brochette, barbecue, cuisine de rue en général. Il y a pas mal de choses à faire, bien sûr, à Osaka, c'est une grande ville, mais les deux points principaux sont le quartier de Namba, avec Dotonbori qui est très connu. C'est un peu le Times Square d'Osaka, si on veut. Pas loin aussi, j'aime beaucoup le sanctuaire Namba Yasaka. Avouez qu'il a vraiment de la gueule, pour les photos, c'est très cool. À 20 minutes à pied au sud, vous avez le quartier autour de la tour Tsutenkaku, qui vaut aussi le détour. Il y a notamment un magasin de blousons japonais rétro qu'on appelle Sukajan. C'est pas la meilleure qualité, mais justement, les prix sont abordables et ça fait un bon souvenir. Mais pour moi, ce qui justifie presque tous mes allers-retours à Osaka, c'est Universal Studios, excellent parc à la base avec ses attractions, ses grands 8, le monde Harry Potter, et aussi au Japon, le monde Super Nintendo World qui comporte une zone Mario qui est vraiment très connue, très prisée, et aussi à partir de 2024 qui va s'agrandir avec une zone Donkey Kong, et ça a l'air vraiment très prometteur. Ça va être un enfer pour y accéder cette année, donc essayez de prendre des billets qui comportent l'entrée à cette zone ou au minimum d'arriver très tôt le matin parce que c'est premier arrivé, premier servi pour en tout cas toutes les nouvelles zones, les zones populaires. Juste à côté de Osaka, 30 minutes de train environ, vous avez Kobe, préfecture de Hyogo, et là vous allez trouver 2-3 endroits à visiter. Il y a toujours des temples intéressants dans les villes japonaises, là aussi il y a le bord de mer qui est sympa, mais tout ça on s'en fout, on va tous là-bas pour une chose, c'est manger du bœuf de Kobe. Alors il y a plein de bons restaurants dans la ville, même si certains ont malheureusement fermé durant le Covid. Je crois que la moitié à peu près avait fermé, donc c'est quand même beaucoup. Près de la station de Kobe Sannomiya, vous avez une rue commerçante qui s'appelle Ikuta Road, et c'est là que vous avez la plus grande concentration de restaurants qui proposent de la viande de Kobe. Vous y trouverez forcément votre bonheur. Moi là-bas, j'avais testé le restaurant Ishida et c'était vraiment très bon. Magnifique, incroyable. Meilleur restaurant du monde. J'ai pas encore mangé une bouchée du steak, mais incroyable. Un spectacle. Pas la peine non plus de rester plus d'une journée à Kobe. Il n'y a pas énormément de choses à voir. Faire l'aller-retour depuis Osaka, c'est largement suffisant, je pense. Aussi, attention, la viande de Kobe, c'est la viande la plus connue du Japon, mais beaucoup d'autres régions ont un bœuf japonais
Wagyu qui rivalise largement avec le bœuf de Kobe. D'ailleurs, il y a des compétitions et des prix qui sont remis régulièrement et c'est souvent les autres régions du Japon qui gagnent ces compétitions. Les plus connus, c'est les bœufs de Miyazaki, de Mie, de Shiga, de Yamagata, mais c'est pas les seuls et on peut vraiment se faire plaisir sur la viande ailleurs que Kobe. De l'autre côté d'Osaka, à quelques dizaines de minutes également, vous avez la préfecture de Nara et dans cette préfecture, vous avez la ville de Nara qui est très connue pour ses daims qui sont en liberté un petit peu partout. C'est une ville très singulière, unique au Japon et possiblement dans le monde. Ce serait vraiment dommage de passer dans le coin et de ne pas y aller. Les daims ne sont pas la seule attraction, il y a aussi de beaux temples à découvrir et des balades sympas à faire dans les parcs. C'est une ville où on est beaucoup en extérieur, donc restez assez flexible sur la journée où vous y allez pour avoir du beau temps. Alors c'est vraiment aussi très touristique, comme vous pouvez l'imaginer, comme les lieux incontournables au Japon. C'est pas là que vous allez vivre la quiétude des petites villes traditionnelles japonaises, mais on se marche quand même moins dessus qu'à Kyoto, notamment parce que tout se passe dehors et qu'il y a de grands espaces. Kyoto, on y arrive enfin, probablement la deuxième destination touristique du Japon après Tokyo. J'y ai consacré une vidéo très récemment. Pour résumer, c'est devenu un enfer, tellement les visiteurs sont nombreux. Dans les rues et les temples connus, on se marche dessus. Et la majorité des gens qui en reviennent avec une mauvaise expérience. Il y a quand même des solutions pour profiter de la ville dans de meilleures conditions, notamment en allant voir des lieux qui sont un peu moins connus parce que le flot de visiteurs est vraiment très déséquilibré. Peut-être que 95% environ des gens vont aux mêmes 5 ou 6 endroits touristiques, alors que les 5% qui restent se répartissent sur des dizaines et des dizaines de temples et de sanctuaires qui sont moins connus, mais tout aussi intéressants. Et pour les endroits les plus connus, la meilleure solution, c'est de se lever très tôt. Les premiers temples ouvrent à 6 h du matin. Et là, vraiment, il n'y a pas grand monde pendant au minimum une demi-heure, voire une bonne heure. Mais le mieux, c'est encore d'aller à Otsu, à quelques minutes de train de Kyoto, dans la préfecture voisine de Shiga, pour voir de grands temples, magnifiques aussi, avec aucun touriste. Je vais passer très vite sur certaines préfectures et je m'en excuse parce que ce n'est pas représentatif forcément de ce qu'elles ont à offrir, mais Shiga, Wakayama et Mie, je les mets un petit peu toutes dans le même sac. Ce sont des préfectures qui ont plusieurs centres d'intérêt, dont la viande Wagyu, on en parlait tout à l'heure, et qui, à part pour peut-être 1 ou 2 endroits précis, déplacent assez peu de touristes par rapport au reste du Kansai. Pour moi, la meilleure façon de les découvrir, ces préfectures, c'est encore une fois en voiture et sans avoir d'attente particulière, en prenant la route et en choisissant un restaurant au hasard dans un petit village, en restant libre en fait de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment dès qu'on voit un endroit qui attire le regard. Les 3 préfectures ont vraiment beaucoup à offrir, mais demandent, je pense, une certaine liberté de mouvement pour bien en profiter. J'insiste un peu avec la voiture tout au long de cette vidéo, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le Japon. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de la voiture, si vous voulez, pour écarter les 2 questions qui reviennent toujours. Non, le permis international ne fonctionne pas au Japon. Ce qu'il faut faire si vous avez un permis français, suisse, belge ou canadien, c'est demander une traduction officielle une fois seulement qu'on est dans le pays, on ne peut pas le faire depuis l'extérieur. Et ensuite, une fois que vous l'avez, vous pouvez conduire pendant 1 an en ayant sur vous votre permis de conduire et votre traduction. Ce n'est pas une démarche difficile, mais il faut quand même compter une demi-journée au début de votre voyage et quelques dizaines d'euros, je crois. C'est géré par la JAF, la Fédération automobile du Japon. Mais si vous voulez gagner du temps et éviter de la paperasse au Japon, vous pouvez passer par une agence de voyage ou un service spécialisé pour demander la traduction avant de partir. C'est plus cher, évidemment, donc c'est vraiment à vous de juger en fonction notamment du temps que vous avez au Japon. Si vous restez 1 semaine, je vous conseillerais de le faire avant de partir pour gagner du temps. Si vous restez 3 mois, prenez la demi-journée nécessaire pour le faire sur place. En France, je revois toujours sur Keikaku pour ce genre de service parce que, tout simplement, je les connais bien, je sais que c'est bien fait. Et ensuite, deuxième réponse concernant la voiture au Japon, non, ça n'est pas si difficile de rouler à gauche. Croyez-moi, on s'habitue presque instantanément. Le plus difficile, c'est de ne pas confondre les essuie-glaces et les clignotants qui sont inversés dans les voitures japonaises et c'est tout. C'est très facile de conduire au Japon, même en ville. Les Japonais conduisent très bien, calmement et les routes sont aussi bien indiquées. Et aussi, il y a le GPS en anglais dans presque toutes les voitures de location. Donc, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait vous arrêter, à part peut-être la police, mais c'est très rare. Les limitations de vitesse au Japon sont pas très strictes. La partie centrale entre le Kansai et Kanto, Chubu, qui compte 9 préfectures, est le 3e morceau très touristique de Honshu. Les visiteurs sont étrangers, mais aussi japonais, en majorité. C'est de la montagne japonaise qui offre des paysages magnifiques. Même en roulant sur l'autoroute, on a l'impression de traverser
une estampe. La préfecture la plus connue et la plus proche de Tokyo n'est pas la moindre puisqu'il s'agit de Yamanashi où l'on trouve le mont Fuji, la montagne la plus visuellement reconnaissable du monde. Pourquoi d'ailleurs, à votre avis, le mont Fuji est-il si connu? Eh bien, je vous le dis, c'est pour plusieurs raisons. Parce que sa forme de cône est quasi parfaite et aussi parce qu'il n'y a pas d'autres montagnes à côté. C'est la plus grande montagne du Japon et il n'y a rien autour. La vue est stylée depuis tous les côtés. Et en plus, l'enneigement s'arrête à mi-chemin durant une bonne partie de l'année et c'est vraiment très beau. C'est environ 2 heures de train, de bus ou de voiture pour se rendre vers le mont Fuji depuis Tokyo. Si vous voulez monter jusqu'au sommet, sachez que c'est possible uniquement durant l'été. Et même si c'est accessible pour tous, c'est pas non plus une petite randonnée qu'il faut prendre à la légère. Renseignez-vous, vous pouvez loger pas loin du sommet pour assister au lever du soleil depuis tout en haut, c'est ce que font beaucoup de gens. 2 conseils quand même, prenez de bonnes chaussures, c'est important, et pensez aussi qu'en été, il fait peut-être 30 degrés à Tokyo, mais le sommet du mont Fuji, c'est environ 0 degré, voire moins la nuit. Donc vraiment, force à tous ceux qui montent en t-shirt. Plutôt que de grimper le mont Fuji, on peut aussi préférer passer du temps dans ses environs pour la voir en décor de fond. Au nord, il y a plusieurs lacs qui offrent beaucoup de points de vue avec tout ce qu'il faut comme hôtel, parc, restaurant, balade en bateau. Vous avez aussi le village traditionnel de Saiko Iyashi no Sato Nemba qui est l'occasion d'une bonne sortie et un bon spot photo aussi. Et puis, alors là, beaucoup plus touristique, mais c'est le spot photo de la région. Vous avez la pagode de Chureito. L'hôtel le plus vieux du monde est aussi dans le coin, le Keiyunkan, et il a plus de 1300 ans. Je laisse un blanc là pour que vous réalisiez à quel point c'est dingue. Il a ouvert en 705, presque 800 ans avant que Christophe Colomb pose le pied en Amérique. Et si vous recherchez plus de sensations, il y a le parc Fuji-Q Island avec des attractions de type Grand 8, dont plusieurs ont des records du monde de vitesse, de longueur, d'inclinaison, de retournement, de plein de trucs. Et ils ont aussi une des meilleures maisons hantées. Donc, très bon parc. Et dans un autre genre de sensation, vous avez aussi la forêt de Aokigahara, la forêt du suicide, qui est au pied du mont Fuji, sans particulièrement s'enfoncer dedans. Elle est traversée par un chemin de randonnée et l'atmosphère dans la forêt est vraiment incroyable. Elle est particulière parce qu'elle a poussé entièrement sur un champ de lave, donc les racines ne s'enfoncent pas dans la terre, mais se propagent un peu comme elles peuvent sur le sol et c'est encore une fois très particulier. Le mont Fuji, il est en fait à cheval sur 2 préfectures. Au nord, vous avez Yamanashi et au sud, vous avez Shizuoka. D'ailleurs, c'est un petit peu la bataille entre les deux, si bien que les 2 préfectures ont mis le mont Fuji sur leur drapeau. Shizuoka, c'est aussi une grosse destination week-end pour les tokyoïstes. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de campings un peu partout. C'est surtout bien pour la vue sur le mont Fuji, effectivement. Et puis, on a aussi l'accès sur la mer, voire même les 2 en même temps. D'ailleurs, si vous aimez les spots photos, on peut prendre le mont Fuji avec la mer en premier plan depuis la plage de Miho. C'est assez connu. Et dans le coin, je note enfin qu'on a aussi les outlets de Gotemba si vous aimez le shopping, avec notamment un grand Pokémon Store qui, lui, n'est pas autant pris d'assaut par les touristes que ceux qui sont dans les grandes villes, donc pourquoi pas. C'est sympathique en toute saison, Nagano et Gunma, parce qu'on a le côté nature, les onsen, les petits villages reculés. C'est vraiment beau, très beau durant la saison des koyo, les couleurs d'automne, et c'est extrêmement prisé aussi pendant la saison hivernale pour notamment le ski. Les onsen et le ski. Et le combo ski à Nagano avec fin de journée dans un onsen dehors en regardant la piste de ski que tu viens de descendre, c'est, croyez-moi, une des meilleures sensations du monde. Les destinations sport d'hiver sont vraiment très nombreuses dans le coin. Il y a Kaloizawa, par exemple, qui est accessible depuis Tokyo en Shinkansen en 2 heures. Et il y a aussi d'autres qui sont accessibles en bus, ou sinon il faut louer une voiture, encore une fois. Je vais skier presque chaque année dans le coin, et cette année j'étais dans la vallée de Hakuba. C'est le domaine le plus grand et le plus connu, mais je ne le conseille pas spécialement parce que même s'il y a plus de 100 km, 140 km de piste de ski, je crois, le fait que ce soit bien ou pas, ça dépend vraiment de où vous logez. Et je trouve que les endroits sont vraiment mal connectés. C'est difficile de passer d'une piste à l'autre et de plus en plus bondé en plus. Mais bon, c'est énorme, donc il y a forcément des endroits bien aussi. Moi, je vous conseillerais plus Nozawa Onsen, où on trouve ce fameux combo magique, encore une fois, de ski plus onsen. C'est vraiment en plus un tout petit village de montagne traditionnel. Vous allez adorer l'atmosphère. En règle générale, évitez si possible le week-end dans les stations qui sont trop proches de Tokyo pour pas avoir des pistes bondées. Mais de toute façon, il y a beaucoup moins de monde aux remontées mécaniques qu'en France. C'est plutôt agréable en général le ski au Japon. Et aussi, très important, on peut louer du matériel quasiment partout. Et Nagano, enfin pour finir, c'est là-bas qu'on trouve Jigokudani.
La préfecture voisine, Gunma, elle fait en fait partie du Kanto, mais pour moi, elle va plus de pair avec Nagano parce qu'elle est aussi également connue comme destination rapide pour le ski et les onsen depuis Tokyo. Il y a par exemple, très connu, Kusatsu Onsen, donc c'est vraiment très populaire, mais il n'y a pas que ça. Dans tous les cas, les villes thermales de montagne au Japon sont en général incroyables et encore une fois, c'est aussi très agréable le reste de l'année parce que c'est très beau la montagne et c'est très typique, il y a des temples, il y a toujours des trucs à faire. Et si vous avez une voiture entre Nagano et Gunma et jusqu'à Tochigi, on trouve ce qu'on appelle la Japan Romantic Road, la Japan Romantic Road, sans accent pourri. C'est à faire en 3 ou 4 jours et ça passe par des parcs nationaux, des lacs, des temples, des villages. Je vous conseille de taper ça sur Google, Japan Romantic Road, et vous allez vous rendre compte tout de suite de ce qu'il y a dans l'endroit et ça va vous séduire, j'en suis convaincu. Au nord, on a Niigata, encore un endroit pour la nature et le ski. C'est décidément très nombreux dans le centre du Japon. Il y a une très bonne neige, vraiment, et les stations sont très connues. Mais il y a aussi la mer et le poisson. Qui dit mer dit poisson, dit bon poisson, mais c'est la campagne, hein. On sent qu'on est loin de la ville. Niigata, c'est aussi l'île de Sado, la 5e plus grande ville du Japon, dont presque personne ne parle. C'est en fait la campagne sur une île. C'est vraiment le Japon reculé qui tombe à l'abandon avec des gens qui ont beaucoup moins l'habitude de voir des étrangers. Mais c'est très intéressant culturellement. C'était une île sur laquelle on expulsait les opposants politiques à une époque. Donc beaucoup de gens cultivés, des artistes, des auteurs se sont retrouvés là-bas et ça a donné une grande richesse culturelle. Et puis le bateau pour s'y rendre aussi est assez sympa. Juste à l'est, on a Toyama, la préfecture de Toyama. J'avais consacré une série de vidéos à cet endroit, notamment parce que c'était dans mon top 10 du Japon. Je voulais absolument aller voir les grands murs de neige de la route alpine de Tateyama Kurobe. C'est une route de montagne qui est uniquement accessible par bus, qui ouvre chaque année le 15 avril à 1 ou 2 jours près parce qu'il peut y avoir des retards et qui te fait passer à travers des murs de neige qui peuvent faire au sommet entre 15 et 20 mètres de hauteur. C'est un spectacle hallucinant, vraiment unique. Je conseille très vivement moi de dormir au sommet et de descendre la route à pied le soir ou le matin quand les bus ne circulent pas encore et vous êtes vraiment seul dans un décor incroyable. C'est juste 2 mois dans l'année en revanche jusqu'à mi-juin, mais il vaut mieux y aller le plus tôt possible, mi-avril, début mai. Et c'est aussi dans cette région qu'on trouve les beaux villages de cartes postales avec les maisons qu'on appelle Gashozukuri à Ainokura et Suganuma. Je conseille vraiment la visite en toute saison, c'est vraiment beau. Et ça me donne aussi une transition toute trouvée pour la préfecture de Gifu. C'est à Gifu qu'on trouve les maisons Gashozukuri les plus connues. Ce sont les maisons avec un toit en paille en forme de main jointe comme ça, qui ont jusqu'à 300 ans pour les plus anciennes et qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Shirakawa-go, c'est le village le plus connu pour ça. Vous avez forcément déjà vu les photos, c'est vraiment beau. En hiver, on dirait le village du Père Noël. J'y suis jamais allé à celui-là, je me suis contenté des villages de la préfecture voisine, Toyama, dont je viens de vous parler, qui sont un peu plus petits et du coup beaucoup moins touristiques. À vous de peser le pour et le contre entre ces 3 villages. Sinon, Gifu, encore une fois, c'est la nature, la montagne, les temples, les onsen et un peu de ski aussi en hiver. En dessous, on a Aichi, la campagne classique entre mer et montagne. Et au-dessus, on a Ishikawa, tristement célèbre en ce début d'année 2024 pour le gros tremblement de terre qui a frappé la région le 1er janvier, quelques jours après la catastrophe. Au jour où je tourne cette vidéo, le bilan est déjà à plus de 200 morts et ça continue malheureusement de monter. Encore une fois, c'est très nature, comme la majorité du Japon, entre mer et montagne. La ville de Kanazawa, la grande ville du coin, est réputée pour être la ville traditionnelle la mieux conservée du Japon parce que, tout simplement, elle n'a pas ou très peu été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Honnêtement, c'est un peu toujours la même rue qu'on voit en photo sur Internet et ça fait trop longtemps que j'y suis allé pour vous donner mon avis, je ne me rappelle plus. Mais en théorie, c'est pas mal. Ishikawa, c'est clairement pas le meilleur moment d'y aller, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, mais vous pourrez y revenir très vite et les locaux seront d'ailleurs contents de revoir des touristes bientôt pour aider l'économie locale. C'est un petit peu rude en hiver, donc à partir du printemps, c'est un petit peu plus agréable. Et pour moi, c'est l'occasion de vous parler un petit peu des séismes au Japon. Faut-il en avoir peur? Faut-il se préparer? Faut-il adapter son itinéraire? La réponse, c'est clairement non. C'est vrai que les tremblements de terre sont très nombreux au Japon, c'est presque même tous les jours à l'échelle du pays en fait, mais les événements graves, les événements meurtriers sont très rares. Le dernier qui nous a marqué, c'était en 2011, donc 13 ans plus tôt, et dans une région totalement différente. En fait, statistiquement,
vous avez sûrement plus de chances de gagner au loto que de mourir dans un tremblement de terre au Japon durant vos vacances. C'est un peu comme si je vous disais que j'ai peur d'aller voyager en France parce que j'ai peur des canicules ou j'ai peur des inondations. Toutefois, si vous êtes confronté à un tremblement de terre, parce que quand vous êtes au Japon pendant plusieurs semaines, ça arrive généralement, regardez comment se comportent les gens autour de vous. Les Japonais reconnaissent tout de suite l'intensité d'un séisme. Si personne ne bouge, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et si on est sur quelque chose de plus sérieux, vous verrez les Japonais soit plonger sous une table, soit sortir des bâtiments pour aller à l'extérieur. Personnellement, j'ai assisté à ça que 2 fois en 14 ans dans le pays, en 2011 et cette année. Donc encore une fois, c'est très rare. Fukushima, c'est le séisme de 2011, bien sûr, le tsunami et l'incident nucléaire, mais pas que. Alors oui, Fukushima, c'est objectivement très intéressant à visiter pour voir les dégâts du tremblement de terre. Je comprends qu'on veuille voir ça, mais aujourd'hui, si on reste sur les routes autorisées, on ne voit plus énormément de choses. En 13 ans, vous imaginez bien que presque tout est soit reconstruit, soit au minimum nettoyé, déblayé. Il reste beaucoup de zones qui sont interdites au public, mais n'y allez pas. C'est interdit. Et les autorités d'ailleurs en ont vraiment marre des gens qui viennent, qui s'introduisent dans les zones, qui font voler des drones, qui vont des fois dans des maisons abandonnées. Ils sont de plus en plus sévères aussi là-bas et je connais d'ailleurs quelqu'un qui vient de se taper un bon 2 mois de détention pour avoir fait un live dans un hôtel abandonné. Vous êtes prévenu. Doit-on avoir peur de la radioactivité à Fukushima ou ailleurs dans le Japon? C'est une question qu'on peut se poser, même si en 2024, bon, les gens ne se la posent plus trop. Des gens travaillent et habitent là-bas, donc à part aux abords vraiment immédiats de la centrale, voire même dans la centrale, il n'y a pas besoin de prendre de précautions particulières, c'est tout à fait safe. En plus, Fukushima, c'est grand, c'est environ 120 km entre la centrale à l'est près de la mer et l'extrême ouest de la préfecture. C'est une des plus grandes préfectures du Japon et c'est vraiment beau, avec par exemple les lacs de Goshikinuma qui sont tous superbes. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Le mont Azuma qui est magnifique et on peut monter au sommet très facilement. Pour moi, clairement, c'est la préfecture la plus sous-cotée parce que quand on pense Fukushima, on ne devrait pas avoir en tête le drame, mais la beauté de l'endroit. En toute saison en plus, parce que l'hiver aussi, c'est très très beau. J'aime beaucoup Fukushima. Au nord de Fukushima, on arrive dans les préfectures qui commencent à connoter très très sévèrement le froid et l'hiver. Encore. À Yamagata, j'ai vu des pistes de ski incroyables au Mont Zao où on peut voir les Snow Monsters. C'est un des plus beaux endroits du Japon que j'ai découvert seulement l'année dernière, donc on en découvre tout le temps. Vraiment pour skier et pour la neige, le Japon c'est superbe. Et encore une fois, nature, montagne, temple, road trip. Ils ont aussi une viande là-bas, encore une fois, très prisée, le bœuf Yonezawa. Miyagi, juste à côté, je vais devenir très redondant, mais c'est magnifique aussi. À part la ville de Sendai, où là, il n'y a rien à voir. Il y a une île au chat, Tashirohama, qui est très sympathique. Nozman avait fait une vidéo là-bas, moi aussi. Et c'est là qu'on trouve aussi les petits villages côtiers qui ont été frappés violemment par le tsunami de 2011. C'est là, plus qu'à Fukushima, qu'il y a eu beaucoup de morts, puisque les villages entiers ont été rasés, même des grands immeubles ont été couchés sur le flanc. Il reste quelques bâtiments témoins de l'événement, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est surtout la reconstruction impressionnante qui a été faite. Au-dessus de tout ça, vous avez encore 3 préfectures, Akita, Iwate et Aomori, que je ne connais malheureusement pas. Il me reste encore beaucoup de choses aussi à découvrir du Japon, même après tant d'années, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je sais juste que c'est très beau, il y a beaucoup de nature, de lacs, de montagnes, il y a aussi une grande culture ethnique et de la bonne nourriture. Encore une fois, je pense que c'est super pour un road trip et j'ai personnellement hâte de découvrir toute cette région du Nord. Enfin, on passe au sud de l'île principale qui compte 5 préfectures qui sont pas du tout les plus populaires du Japon, sauf pour Hiroshima. Hiroshima, tout le monde connaît l'histoire. La ville est très prisée par les touristes qui font souvent le trajet typique Tokyo, Kyoto, Hiroshima. Vous pouvez voir bien sûr les vestiges du bombardement atomique, dont le célèbre dôme qui était juste à la verticale de l'explosion. Et pas très loin, vous pouvez prendre une des photos aussi les plus iconiques du pays, le torii de Utsukushima avec ses pieds dans l'eau. Encore une fois, une très belle photo à faire, mais beaucoup de monde aux alentours quand même, c'est pas du tout isolé. Ensuite, vous avez Shimane et Tottori qui sont les préfectures qui sont les moins touristiques du pays et aussi les plus reculées. Alors surtout parce que le Shinkansen ne va pas jusque là-bas. J'ai consacré une vidéo entière à Tottori il y a quelques mois dans laquelle je le compare au trou du cul du Japon. Évidemment, on trouve toujours des choses à faire dans chaque région. Là-bas, il y avait notamment des dunes de sable, les dunes de sable les plus belles du pays, et le musée de la sculpture sur sable, qui pour le coup est unique au monde, est vraiment magnifique. Mais à part ça, sans voiture, j'ai envie de dire,
laissez tomber. Enfin, c'est très bien si vous aimez la solitude, mais pas beaucoup plus. Malheureusement, je ne connais pas non plus la préfecture de Okayama dans la région pour en parler. J'y suis juste passé rapidement. Je sais qu'il y a un pont, le pont le plus long du Japon, The Great Seto Bridge, mais je ne sais pas grand chose de plus. Et Yamaguchi, j'y ai tout simplement jamais mis les pieds. En fait, c'est pas le premier réflexe d'aller en vacances ou en exploration dans ce coin-là, mais j'imagine qu'il y a aussi des endroits très sympathiques dans les environs. Tout au nord du Japon, Hokkaido, c'est la deuxième plus grande île du pays. J'aime beaucoup cette partie du Japon et j'y retourne régulièrement. C'est très facile d'y accéder depuis Tokyo ou depuis n'importe quelle grande ville en avion. La ville principale, c'est Sapporo, qui est connue notamment pour son festival de la neige, mais à part ça, c'est pas terrible comme ville. Hokkaido, il faut vraiment y aller pour la nature. On trouve des parcs nationaux incroyables, des onsen et surtout des merveilles à voir en hiver. Tout au nord, en particulier, vous pouvez marcher sur la mer gelée. C'est une expérience assez folle. Entre mi-février et mi-mars, la mer ramène sur les côtes japonaises la glace de Russie et on peut marcher dessus. On peut aussi se baigner dans l'eau, alors avec une combinaison de préférence, faire du vélo sur la glace ou ce genre d'attraction et aussi faire un tour en brise-glace. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui sont semblables à ça, donc profitez-en si vous êtes dans le coin, dans l'extrême nord du Japon en février-mars. C'est vraiment très bien. Il y a aussi une des meilleures neiges du monde à Hokkaido. C'est vraiment la région du froid. C'est très connu pour le ski. Ceux qui font du ski hors piste apprécient beaucoup la région en hiver. Et puis, bon, c'est juste génial de conduire à Hokkaido, quelle que soit la saison. Je veux que ça rentre dans votre tête. Road trip, road trip, road trip au Japon. Au Japon, en plus de la voiture, vous avez quand même pas mal le choix de moyens de locomotion pour traverser le pays, pour aller de grande ville en grande ville. Il y a déjà le Shinkansen, qui est le train à grande vitesse, et l'avion, et surtout pas mal de compagnies low cost. Alors, il y a des avantages dans les deux. Le train est souvent plus pratique puisqu'il arrive directement en centre-ville. Et puis, il y a un départ tous les 15 minutes. Les trains japonais sont réglés comme des horloges. Et c'est aussi beaucoup plus confortable, le Shinkansen, que l'avion. Ça n'a rien à voir avec l'expérience TGV. Un niveau confort, expérience, c'est vraiment un niveau au-dessus. Et évidemment, c'est moins polluant. C'est un argument aussi. Mais c'est extrêmement cher. C'est facilement le double du budget de se déplacer en Shinkansen par rapport à l'avion. Et pour certaines distances aussi, ou pour les îles, etc., évidemment, on y va plutôt en avion, qui reste la meilleure option si on veut gagner du temps et de l'argent. Notez que si vous rentrez sur le territoire en tant que touriste, avec un visa de touriste, vous avez la possibilité d'acheter avant votre départ un JR Pass qui vous donne accès au train à grande vitesse durant une période donnée. Ça peut être une ou plusieurs semaines. Et si vous le possédez, évidemment, ça va beaucoup influer sur votre choix entre prendre le train, prendre l'avion. Mais attention, depuis l'année dernière, le prix de ce pass a explosé. Il est devenu beaucoup moins avantageux. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui prennent l'avion qu'avant. Les bus de nuit sont aussi une option à considérer. Alors, c'est très pratique pour relier, par exemple, Tokyo à Kyoto pour un budget encore moins cher que l'avion. Mais les bus de nuit, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. C'est extrêmement inconfortable. Donc, à part gagner de l'argent et peut-être aussi économiser sur une nuit d'hôtel parce qu'on voyage la nuit et puis gagner peut-être un peu de temps, il n'y a pas beaucoup d'avantages à prendre le bus. En fait, on en sort surtout tout cassé et on passe une mauvaise journée après dans bien des cas. Mais attention, il y a aussi des bus qui sont haut de gamme et là, très confortables, mais le prix va avec le service. Là où c'est quand même très intéressant de voyager en bus, c'est si vous ne reliez pas deux grandes villes, mais à un endroit précis. Je pense particulièrement à une station de ski ou à un parc d'attractions ou même le mont Fuji. Là, c'est pratique puisque le bus va partir du centre-ville et vous amener directement à l'endroit que vous désirez. Donc, évidemment, solution à considérer. Troisième plus grande île du Japon, je l'ai déjà beaucoup documenté en vidéo, celle-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à faire, et aussi parce que j'aime beaucoup l'endroit. Il y a par exemple le musée des toilettes Toto, dans lequel est exposée une moto qui fonctionne au caca. Enfin, pourquoi pas, hein. À Fukuoka, vous avez l'un des meilleurs burgers du Japon, ça s'appelle Frisco. Allez-y, j'en bave rien qu'à l'idée de croquer dedans. Il est incroyable. Fukuoka, c'est une très belle ville par ailleurs à visiter avec ses petits yatai, les marchands ambulants de nouilles, des parcs, des fleurs et tout. C'est vraiment très sympa, Fukuoka. Vous avez aussi bien sûr la ville de Nagasaki avec le passé historique qu'on lui connaît, semblable à Hiroshima. Il y a de la bonne viande aussi à Nagasaki. Et juste à côté, il y a l'île très connue de Gunkanjima qu'on peut visiter, en partie du moins, en prenant un petit bateau.
Plus pour les explorateurs, vous avez pas trop loin aussi l'île de Ikeshima, une ancienne île minière quasiment abandonnée. La population est passée de 10 000 personnes à juste quelques dizaines aujourd'hui, donc c'est quasiment une île fantôme sur laquelle on peut se balader librement entre les grands immeubles. C'est incroyable en fait comme atmosphère. Dans le coin, vous avez aussi Beppu, très connu pour ses onsen aux couleurs improbables. C'est aussi un spot très intéressant pour les photos, mais je trouve que beaucoup trop de touristes y sont aujourd'hui. Personnellement, j'y vais plus. Il y a un autre burger aussi, maintenant que j'y pense, à Miyazaki, un peu plus dans le sud. Le Beach Burger House, il est incroyable. Vous mangez avec la plage et la mer devant vous, c'est topissime. Il y a une île aux singes aussi, qui est inhabitée, pas trop loin. C'est pas le plus facile d'accès, mais si vous y arrivez, la sensation d'être littéralement seul sur une île entourée de dizaines de singes, c'est vraiment incroyable. Toujours à Kyushu, j'enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a le mont Aso aussi, un volcan qui est toujours en activité et qui est une expérience que je recommande vivement. On peut monter au sommet ou faire le tour en hélicoptère, c'est magnifique. Il y a beaucoup de onsen dans la région, vous imaginez, avec toute cette activité volcanique qu'il y a sur l'île. Au sud, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux îles particulièrement qui sont très intéressantes. Il y a l'île de Tanegashima, qui est le centre spatial de la JAXA, depuis lequel les fusées japonaises sont lancées. Il y a peu de lancements au Japon, il faut le savoir si vous aimez ça. Il y en a 2 ou 3 par an. Et à ces périodes-là, les hôtels sont bondés, les voitures de location sont réservées très vite. En fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder le calendrier et dès que vous voyez qu'il y a un lancement, si ça vous intéresse et que vous êtes dans le coin, réservez tout de suite. N'attendez pas parce que c'est day one en fait. Enfin, je vais vous parler de l'île de Yakushima, qui est aussi très connue. C'est l'île de Totoro, si vous voulez, avec ses arbres centenaires et, enfin, centenaires. L'arbre le plus vieux de l'île, il a plus de 2000 ans. En fait, on ne sait même pas estimer son âge tellement il est vieux. On sait qu'il a entre 2000 et 7000 ans, donc il est né avant Jésus. La quatrième et dernière grande île du Japon, elle est beaucoup moins connue que sa voisine Kyushu. Elle fait un peu même pâle figure à côté. C'est la sœur un petit peu calme, mais quand même avec des choses à découvrir. L'île est surtout connue pour son pèlerinage entre 88 temples qui se fait à pied ou en vélo, voire en moto, parce que c'est un circuit de 1200 km quand même. Ça traverse les 4 préfectures de l'île. La majorité des pèlerins, ils font pas tout, ils font juste quelques temples. À ce moment-là, on peut aussi prendre des bus pour aller en voir certains. Les endroits les plus connus de Shikoku, à part ça, ce sont au nord l'île de Naoshima, qui est l'île des artistes, avec pas mal de musées et surtout de nombreuses sculptures un petit peu partout sur l'île. C'est pas trop mon délire personnellement, mais beaucoup de personnes adorent. Toujours au nord, vous avez la possibilité de prendre un bateau depuis la ville de Naruto pour aller voir des uzumaki. Est-ce que vous avez la référence? Les uzumaki de Naruto, c'est des tourbillons dans l'eau qui sont formés pendant que la marée de la mer monte alors que l'eau de la baie s'écoule dans la mer et en se croisant, ça tourne comme ça. Et enfin, autre endroit mémorable pour moi que je conseille dans la région, mais encore une fois, là, la voiture est vraiment indispensable, c'est le village des poupées. C'est un village de montagne qui a été totalement abandonné et une ancienne habitante est revenue pour mettre des poupées de taille humaine qu'elle a faites elle-même et ces poupées remplacent la population qui était là avant. Ça donne une atmosphère fantomatique, glauque à l'endroit, surtout que l'accès n'est pas aisé, donc il n'y a presque personne qui y va, on peut s'y retrouver tout seul, c'est terrible. Je vais finir par Okinawa et les nombreuses îles paradisiaques du sud du Japon. C'est clairement une de mes destinations favorites. J'y vais presque chaque été. Vous avez déjà l'île principale qui est l'île de Okinawa, qui est assez grande. Alors c'est déjà très dépaysant, mais là-bas, on y aperçoit à peine le potentiel de ce qu'il y a dans la zone parce que les plages paradisiaques sans personne, etc., c'est pas là-bas qu'il faut aller les chercher, c'est sur les îles alentours. La spécificité de l'île d'Okinawa, c'est que c'est très occidentalisé puisque un tiers, je crois, du territoire est occupé par des bases américaines, des bases militaires américaines. Il y a évidemment plein de choses à voir et à faire en plus de la plage, mais pour moi, Okinawa, l'île d'Okinawa, c'est juste un endroit pour atterrir et vite prendre le bateau pour les petites îles alentours. Il ne faut surtout pas louper l'île de Zamami pour les plages et pour la plongée. C'est vraiment les fonds marins, les rencontres avec les tortues, c'est superbe. J'y suis déjà allé 4 ou 5 fois sur cette île. Il y a aussi Akajima, juste à côté, qui est vraiment très bien. En fait, à Okinawa, ce qu'il faut faire, c'est que si vous faites de la plongée notamment, vous choisissez les îles en fonction des spots de plongée qu'ils proposent parce que si vous voulez voir des remontas, par exemple, ça va être à cet endroit-là. Si vous voulez voir des onsen sous-marins, ça va être à cet endroit-là. Donc renseignez-vous bien sur le snorkeling, la plongée et faites votre itinéraire
en fonction de ça. D'ailleurs, puisque je vous parle de plongée, c'est juste 3 jours, voire même 2 jours et demi pour passer son brevet de plongée à Okinawa. Et il y a évidemment des profs qui parlent anglais selon les établissements. Si vous y allez hors saison, enfin hors juillet-août, en plus, c'est vraiment pas cher. Personnellement, j'ai passé mon PADI là-bas et c'est top 10 des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. C'est vraiment, enfin faites-le. Mais pour moi, Okinawa, c'est surtout Ishigaki, plus au sud, la grande île du sud sur laquelle on arrive en avion, et surtout toutes les îles alentours, Taketomi, Kurojima, Hatelojima, l'extrême sud du Japon. J'y étais il y a quelques semaines d'ailleurs. On peut faire de la plongée, du snorkeling, du kayak dans la mangrove, on peut bronzer sur les plages, on peut faire du vélo entre les rizières quand il n'y a personne. C'est incroyable, les gens sont gentils, la nourriture est bonne, j'adore tous ces endroits. En plus, comme c'est un peu plus difficile d'accès, c'est vraiment préservé du tourisme de masse, donc c'est incroyable. Voilà pour ce tour rapide du Japon et ces quelques conseils. Il faut quand même que je vous parle rapidement des saisons, en quelle saison voyager au Japon. Toutes les saisons sont bonnes en fait en fonction de l'activité que vous voulez faire. Les gens déconseillent souvent de voyager au Japon en juillet et en août parce que c'est très chaud et humide. Mais beaucoup de touristes y vont quand même. Tu es obligé d'y aller en été si tu veux voir certains festivals, parce qu'on n'y a pas parlé, mais les feux d'artifice, les festivals, les matsuri japonais, c'est souvent en été, juillet, août, septembre. Aussi, si vous voulez monter le mont Fuji, il n'y a pas le choix, c'est juillet-août. Donc l'été, il fait très chaud, mais il y a beaucoup de choses à voir. Juste avant l'été, juin jusqu'à mi-juillet, il y a la saison des pluies que vous avez peut-être envie d'éviter, mais ce n'est pas non plus de la pluie tous les jours. Des fois, il pleut presque pas, des fois, c'est de la pluie tous les 2 jours. Et en septembre, c'est la saison des typhons. Alors, typhon, ce n'est pas non plus incroyable, c'est juste un peu de vent et de pluie. Les meilleures saisons pour moi, c'est juste avant et juste après ça, particulièrement fin septembre, octobre, novembre. Il fait beau, il fait bon, on peut aller un petit peu n'importe où. Après, il y a les couleurs d'automne aussi qui arrivent, c'est magnifique. L'hiver, c'est très sympathique. L'hiver est très agréable au Japon en général. Si vous aimez le ski, évidemment, janvier, février, c'est totalement banger. Fin mars et avril, vous avez la période la plus connue, la plus réputée, qui est la période des sakuras, que j'évite personnellement parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde à certains endroits. Mais si vous trouvez les petits endroits isolés, que vous profitez de la nature à ces moments-là, ça peut être sympa aussi. Puis mai jusqu'à mi-juin, c'est aussi très agréable. Il n'y a pas de grosse saison en fait à éviter absolument au Japon, comme certains pays d'Asie où il va y avoir une saison des pluies qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vraiment il pleut tout le temps et il ne faut pas y aller. C'est pas le cas au Japon. Il y a des trucs bien à faire tout le temps. À vous de voir ce que vous voulez faire. Bien sûr, dans cette vidéo, vous l'avez compris, j'ai à peine égratigné la surface, mais entre les îles paradisiaques, les montagnes enneigées, les volcans, les villes modernes, vous vous rendez compte que c'est incroyable de visiter le Japon. Et surtout, chaque préfecture a quelque chose à offrir, que ce soit de la nourriture, des festivals. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des festivals, mais il y en a partout dans le Japon. Éloignez-vous, s'il vous plaît, des sentiers touristiques ou des bus où les touristes s'arrêtent. Partez à la découverte du Japon. Les gens sont gentils, vous risquez rien. Apprenez juste quelques mots avec Rosetta Stone avant de partir pour pouvoir communiquer un minimum et améliorer encore votre voyage. On les remercie d'ailleurs de sponsoriser ce genre de contenu, ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'il y a le lien dans la description. Et si ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble avec Rosetta, c'est parce que ça marche pour un bon paquet d'entre vous. Donc merci à vous, merci à Rosetta Stone. Je vous dis à bientôt en vidéo ou au Japon directement. Des bisous.